Mesdames et messieurs, chers amis, merci infiniment de votre invitation. Vous savez que j'accepte assez régulièrement de participer aux travaux dans le cadre de partis politiques. La condition pour laquelle j'accepte de le faire, c'est naturellement que l'on ne me demande pas d'adhérer au parti. Et puis la deuxième condition, c'est que je sois totalement libre de mes propos. Et à chaque fois que je suis intervenu dans le cadre de votre organisation, eh bien, tout cela m'a été garanti et je vous en remercie infiniment. Je vous remercie bien sûr de me faire confiance et puis de porter un intérêt à ce que je pourrais dire sur la question européenne, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous propose, dans le fond, d'essayer d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements, de distorsions, qui brouillent et qui hypothèquent l'avenir de l'Union européenne, ce qui sera évidemment d'actualité et ce qui permettra de nourrir votre réflexion sur la prochaine campagne pour les élections européennes. Premier point, l'incompréhension, me semble-t-il, de la nature juridique de l'Union européenne. Il y a une ambivalence, évidemment, sur le fait que l'Union européenne fonctionne en interne comme un État fédéral, l'État fédéral d'ailleurs, un fédéralisme plutôt sur le modèle allemand du fédéralisme coopératif, où la notion de subsidiarité est totalement, je dirais, dénaturée. C'est donc à la fois en interne un État fédéral et pourtant en externe c'est une organisation internationale. Vous le savez évidemment, il faut la nécessité de la ratification par chacun des États pour qu'un nouveau traité puisse se mettre en place. De la même manière, lors des élections pour le Parlement européen, eh bien, ce sont des représentants des différents États qui siègent au Parlement européen. Certes, ils siègent par groupe politique, par affinité politique, mais ce sont bien des représentants des États. Et la notion, pour l'heure en tout cas, de citoyenneté européenne ne fait que se superposer aux citoyennetés nationales, mais cette citoyenneté européenne n'a pas absorbé, n'a pas fait disparaître les citoyennetés nationales. Alors le Brexit, c'est un sujet évidemment extrêmement intéressant, dans le sens où, naturellement, le Royaume-Uni est en passe de quitter l'Union européenne. Or, tant qu'il était présent, eh bien, cela bloquait la transformation de l'Union européenne en un véritable État fédéral, puisque le Royaume-Uni et la France avaient tous les deux eh bien, un siège au Conseil permanent des Nations Unies. À partir du moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, eh bien, seule la France a un siège permanent au Conseil de sécurité et vous l'avez vu, les Allemands sont en passe de demander que eh bien, ce siège ne soit plus celui de la France mais celui de l'Union européenne, ce qui montre bien que dans le fond le Brexit, qui est sans doute satisfaisant parce qu'il démontre, je dirais, qu'un peuple peut reprendre le contrôle de sa destinée, il n'empêche que par un coup de billard à plusieurs bandes, eh bien, le Brexit favorise d'une certaine manière les velléités de certains de transformer l'Union européenne en un État fédéral. Deuxième point, si vous le voulez bien, la distorsion entre la contrainte interne et le déficit de puissance externe. Oui, cette distorsion, je dirais, mérite quand même d'être indiquée. Il y a des normes juridiques au sein de l'Union européenne qui sont extrêmement contraignantes. Pensons par exemple évidemment à la question des salariés détachés, pensons aux différentes politiques communes, la politique agricole commune qui en particulier n'a pas particulièrement favorisé les petits agriculteurs français. Bon. Mais d'un côté il y a des contraintes extrêmement fortes et de l'autre côté il y a une inexistence ou une quasi-inexistence de l'Union européenne dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la défense. Et cette distorsion, je dirais, d'image est difficilement compréhensible, me semble-t-il, par l'opinion publique et cela contribue à, je dirais, l'euroscepticisme qui se développe depuis un certain nombre d'années. Alors, si on regarde un petit peu les enquêtes d'opinion qui ont été faites, on sait que l'opinion publique européenne considère que eh bien, des questions comme la protection sociale, comme le système éducatif doivent être eh bien, réglées au niveau national. C'est aux alentours de 65% que se situe l'approbation, je dirais, de laisser cela au niveau national. En revanche, on le sait que la lutte contre le terrorisme ou même la mise en place d'une défense sont
approuvée au niveau de l'opinion publique européenne comme devant être faite au niveau européen. 79% pour le terrorisme, 64% pour la défense. Alors cet aspect, me semble-t-il, doit être mis en parallèle avec la question identitaire et géographique. L'Union européenne ne joue pas et ne se donne pas les moyens, je dirais, de défendre véritablement une identité propre, je dirais une spécificité propre dans le cadre des relations internationales, en raison notamment, évidemment, de l'existence de l'OTAN. Alors, précisons-le quand même, il va sans dire que je préfère l'OTAN au pacte de Varsovie. Je crois qu'il ne faudrait pas, je dirais, oublier le passé. Pour autant, il ne faut pas négliger le fait que l'OTAN aujourd'hui est un des éléments qui bloquent la construction, je dirais, d'une puissance géopolitique européenne qui pourrait se faire naturellement par la coopération sans qu'il y ait besoin, je dirais, de basculer dans un État fédéral. Que l'Europe défende sa spécificité face, je dirais, à non pas des ennemis comme l'a prétendu Macron, mais face en revanche à des partenaires, mais vis-à-vis desquels il faut savoir assurer son indépendance, que ce soit les États-Unis ou la Russie. Troisième point, la méconnaissance des mécanismes décisionnels. Je crois que dans l'opinion publique, il y a incontestablement, je dirais, une méconnaissance sur la distinction à faire entre l'Union européenne d'une part et le Conseil de l'Europe d'autre part. Puisque nous parlons de l'Union européenne aujourd'hui, restons là-dessus. Et c'est sûr que les principales institutions, en raison même de leur dénomination, rendent un peu opaque le fonctionnement réel de ces institutions. Il faut bien le dire, les dénominations sont, je dirais, un peu difficilement compréhensibles. Le Conseil européen réunit les chefs de l'État et ne doit pas être confondu avec le Conseil de l'Union qui, lui, réunit les ministres. Les ministres sont le législatif, avec le Parlement européen, mais le Parlement européen a un rôle quand même plutôt subalterne. Il a un pouvoir de codécision, mais pas un pouvoir de décision seul. Et il peut naturellement aussi, ce qui est très important, censurer la Commission, mais à une majorité des 2/3. Et c'est donc la Commission qui est l'exécutif, qui dispose de l'initiative législative, et cette Commission a naturellement, je dirais, comme dans tous les régimes, je dirais, démocratiques occidentaux, l'exécutif a une position dominante vis-à-vis des autres institutions. Mais disons-le, et ça me paraît aussi extrêmement important pour savoir comment calibrer son discours, trouver son discours sur la question européenne, il est certain que la Commission dispose de pouvoir, d'une autonomie, d'une puissance, parce qu'il y a eu un abandon de la part des États. Et d'une certaine manière, parce que je crois cela avantage ou cela arrange un certain nombre de politiques nationaux de pouvoir accuser l'Union européenne ou de pouvoir se dédouaner sur l'Union européenne d'un certain nombre de décisions qu'ils ont laissé prendre ou qu'ils ont même facilité au niveau des institutions européennes. Quatrième point qui me paraît important, la méconnaissance sur la hiérarchie des normes. C'est un peu technique et donc je ne vais pas y rester trop longtemps, mais vous le savez bien, la primauté du droit communautaire n'était pas prévue par les traités européens. On a tenté, je dirais, ou plutôt il a été tenté de l'introduire dans le cadre du traité de Rome de 2004, c'est-à-dire le traité établissant une constitution pour l'Europe. C'était, si je ne m'abuse, l'article 1-6. En fait, cette primauté, elle est née de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui est devenue depuis la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, je vous passe les détails, mais vous le savez bien, cette primauté fait que la loi française, même postérieure, a une valeur inférieure au texte communautaire. C'est venu donc du fait que l'Union européenne a prétendu mettre en place cela. Ce sont les fameux arrêts Van Jandenloos de 1963 et Costa contre Enel. Il y en a un certain nombre d'autres qui pourraient être évoqués, mais enfin, ce sont les deux qui ont véritablement lancé la chose. Mais disons-le, les juridictions françaises ont parfaitement joué le jeu de cette subordination du droit national. C'est l'arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation en 1975 et l'arrêt
Nicolo du Conseil d'État de 1989. Donc là, il y a évidemment une piste de réflexion et d'analyse à proposer aux Français, la révision de la Constitution française, la révision de l'article 55 par exemple, mais aussi évidemment tout un travail à faire au niveau des institutions européennes pour les futurs élus au Parlement européen. Cinquième élément qui mérite notre attention, le sentiment d'un déficit démocratique. Alors là, évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que, quand les peuples votaient différemment de ce qui était prévu, on les a fait plusieurs fois revoter. Le Danemark, 1992, il rejette le traité de Maastricht et finalement il l'accepte par un second référendum en 1993. Il est vrai toutefois que les Danois avaient obtenu quelques modifications dans le texte. L'Irlande, évidemment, en 2007, qui a été obligée de revoter pour finalement approuver le traité de Lisbonne en 2008. Quant à la France, évidemment, le rejet en 2005 du TCE, n'a pourtant pas empêché la mise en œuvre du traité de Lisbonne imposé par la suite. Je vous rappellerai quand même que non pas pour défendre les hommes politiques, mais tout de même pour mettre en exergue parfois une certaine incohérence, je dirais, de la part des électeurs. En 2005, il y a un rejet du TCE, mais à l'élection présidentielle suivante, en 2007, les trois candidats qui arrivent en tête, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, étaient trois candidats qui avaient appelé à voter oui. Donc par conséquent, bien sûr, il y a eu incontestablement le viol du résultat du référendum de 2005, mais pour autant, évidemment, l'élection présidentielle étant l'élection majeure et celle à laquelle il y a le plus de participation, cela explique, me semble-t-il, que le président de la République, Sarkozy, se soit assis sur les résultats de 2005. Ça explique, ça n'excuse pas, mais ça explique. La quasi-totalité, je dirais, des décisions prises au Parlement européen le sont par une majorité qui est une grande coalition. Et donc il faut bien se rendre compte que le modèle allemand, de la GroKo, de la Große Koalition, entre la droite modérée et la gauche modérée, ce modèle allemand, qui est d'ailleurs est celui qui a été repris par Angela Merkel, c'est celui qui règne au Parlement européen depuis des décennies. Trois groupes politiques, les sociodémocrates, le centre libéral et disons la droite modérée, les démocrates chrétiens en particulier, 3 groupes sur 5 ou 6 groupes, ça dépend, je dirais, des plutôt groupes, grandes familles politiques, contrôlent le Parlement européen. Et donc évidemment, qu'il y ait une majorité plutôt au centre droit ou au centre gauche, cela ne change rien et les opinions publiques finissent quand même par s'en rendre compte. Il y a donc une progression de la défiance envers, je dirais, non seulement le personnel politique. Je crois que les circonstances actuelles du mouvement des Gilets jaunes le démontrent assurément, mais il y a une progression aussi de la défiance envers les institutions, je dirais, européennes et les institutions nationales. Défiance envers les institutions nationales parce qu'elles ne s'avèrent pas capables de défendre les intérêts nationaux face aux institutions européennes. Dans les années 80, il y avait plutôt une adhésion des opinions publiques. À partir des années 90, quand, après la chute du mur de Berlin, commence à naître le mouvement souverainiste, il y a une certaine défiance, voire une hostilité qui succède à une indifférence bienveillante. Et on sait qu'aujourd'hui, la confiance envers les institutions européennes, les différents organes européens, ou plutôt de l'Union européenne, se situe à 30 ou 40%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une majorité de personnes au niveau européen qui sont en défiance vis-à-vis de ces organisations. L'effondrement évidemment de la participation dans les élections européennes dans les pays qui sont anciennement membres de l'Union européenne. On est grosso modo passé en France, en Allemagne de 60% de participation à maintenant environ 40% de participation lors des élections pour le Parlement européen. Et il y a un très faible taux de participation dans les pays qui sont récemment arrivés, taux de participation qui se situe aux alentours de 30%. Sixième point, j'en arrive bientôt à la fin, rassurez-vous, mais tout cela, ce sont des pistes de réflexion et d'analyse, me semble-t-il, l'avenir institutionnel. Le Brexit, il faut y revenir un instant, naturellement, avec ce slogan que je trouve personnellement génial, d'efficacité,
Take Back Control, vous remarquerez mon accent magnifique, parce qu'évidemment ce slogan il signifie le contrôle aussi bien, je dirais le fait de, oui le contrôle aussi bien des frontières que des normes intérieures. C'est-à-dire qu'il y a là, je dirais, à la fois un aspect identitaire et un aspect démocratique. Et c'est la conjonction de ces deux éléments-là qui, me semble-t-il, ont fait la victoire des partisans du Leave. Donc ça, évidemment, c'est un élément important, d'autant plus que les catastrophes annoncées ne se sont pas réalisées. Un État peut donc reprendre sa liberté sans que son avenir ne soit hypothéqué et même justement que son avenir corresponde à ce qu'il désire. Chacun est maître de son destin. Il y a un deuxième élément qu'il me semble important d'indiquer, d'évoquer, c'est que l'on a vu un regain, je dirais, dans un certain nombre d'endroits, et naturellement le cas de la Catalogne est le plus important, un regain, je dirais, des forces régionalistes. L'Union européenne, incontestablement, même si elle est parfois, je dirais, un peu, pointilleuse, un peu, je dirais, sur la mesure, a quand même, depuis des années, favorisé la naissance de mouvements régionalistes qui, d'une certaine manière, je dirais, disloquaient ou contribuent à disloquer les États-nations. On le sait bien, il y a notamment, je ne dis pas que c'est un complot, mais je dis qu'il y a notamment l'idée développée par certains de considérer que puisque les États, puisque les nations sont des obstacles à la transformation de l'Union européenne en un État fédéral, eh bien peut-être que les unités fédérées ne devront plus être dans l'avenir les États, mais des grandes régions, et pourquoi pas des grandes régions je dirais, transnationales. Un Pays basque à cheval sur la France et l'Espagne, pourquoi pas la Catalogne qui voudrait annexer le Roussillon. Et puis vous savez qu'il y a déjà des relations, je dirais, diplomatiques, entre guillemets, entre certaines régions au niveau européen. Donc je crois qu'il faut regarder cet aspect-là avec intérêt, avec prudence, car naturellement, je crois qu'on peut trouver une très forte sympathie envers certains mouvements qui défendent un enracinement culturel, mais il ne faut pas s'y méprendre. Ce régionalisme est peut-être avant tout, je dirais, l'exploitation d'un certain constructivisme social au bénéfice, je dirais, de l'Union et contre les États. Alors le septième point, je crois qu'il faut évoquer, c'est évidemment la question de l'identité européenne et évidemment le fait que l'Union européenne est extrêmement imprécise, évanescente sur cette question. À la fois l'Union européenne prétend être l'incarnation de l'Europe et évidemment elle n'admet pas, je dirais, qu'on lui oppose la concurrence de l'Europe civilisation, mais en même temps, évidemment, elle refuse une identification historico-culturelle très ferme. Pensons évidemment au fait qu'un certain nombre d'États refusent, je dirais, d'évoquer les racines. Je préfère pour ma part le terme d'identité, parce que les racines, c'est comme un héritage, on peut accepter un héritage sous bénéfice d'inventaire. Alors que l'identité, c'est l'ontologie de l'Europe, les racines, donc les racines chrétiennes. La crise migratoire, donc l'accélération, l'augmentation de l'immigration, montre bien qu'il y a une crise identitaire latente en Europe et que l'Union européenne n'est pas du tout pressée de faire respecter cette identité. La décision d'Angela Merkel, évidemment, d'accepter, je dirais, l'arrivée d'un très grand nombre de migrants, a pris en otage toute l'Europe et a provoqué, évidemment, de lourdes diversions, en particulier à l'Est, et au sein de l'Union européenne, mais en particulier venant des pays de l'Est et de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad. Les élargissements successifs également, depuis la décennie 90, ont montré que l'Union européenne, qui, jusqu'à la chute du mur de Berlin, même si on peut parfaitement contester et discuter, je dirais, du projet européen, avait quand même une géographie à peu près claire. Mais depuis la chute du mur de Berlin et depuis les élargissements successifs qui se sont faits, cela révèle le fait que l'Union européenne n'a pas
de délimitation géographique très claire, ce qui montre que le projet de l'Union européenne est beaucoup plus à portée et à un sens juridique qu'un sens identitaire. Enfin, évidemment, je crois qu'il faut ne pas ignorer le fait qu'il y a une Europe à géographie variable. Il y a des espaces européens qui sont parfaitement différents. Tous les pays membres de l'Union européenne ne participent pas à la zone euro. Il y a des pays extérieurs à l'Union européenne qui sont membres, par exemple, de l'espace Schengen, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse. Donc voilà, tout un ensemble, je dirais, d'éléments qui montrent que la question identitaire, qui est pourtant au cœur de la réflexion et des angoisses, je dirais, de l'opinion publique européenne et des différentes nations, n'est pas véritablement le cœur de la question des institutions européennes. Dans le fond, on retrouve, me semble-t-il, avec l'opposition très réelle entre l'Union européenne d'un côté et l'Europe historique de l'autre, l'opposition philosophique fondamentale entre ceux qui défendent, pour ce qui est de l'Europe, civilisation, la sociabilité naturelle, et pour ce qui est de l'Union européenne, le contractualisme social. L'Europe, si on veut résumer cette question-là, l'Europe n'est-elle qu'une rencontre sur des principes juridiques, ou est-elle la manifestation politique d'une entité civilisationnelle? Je crois sincèrement que c'est sans doute sur cette question-là que les prochaines élections et les prochains débats sur la construction européenne doivent et devront et vont vraisemblablement porter. Un dernier point avant de conclure, les enjeux électoraux à venir. Bien sûr, pour les différentes listes qui vont se présenter en France, va se poser la question du pourcentage obtenu et donc du nombre d'élus, encore que vous le savez, plus il y aura de listes faisant moins de 1%, plus il y aura de sièges à pourvoir pour les listes qui en auront fait plus de 5. Bien, mais je crois qu'il y a aussi, il ne faut pas le négliger dans sa stratégie pour la constitution des listes, l'ordre dans lequel les listes sortent, c'est très symbolique, et puis l'écart entre ces différentes listes. S'il y a un très grand écart entre une liste et la suivante, évidemment, il y a un avantage psychologique et un poids politique beaucoup plus grand pour ceux qui sont arrivés en tête. Mais du point de vue électoral, il me semble qu'il y a aussi autre chose qui est très important et auquel les électeurs ne pensent pas trop. C'est la question de la composition des groupes au Parlement européen. Parce que la puissance d'une liste, bien sûr, vient du nombre des élus, mais la puissance d'une liste vient aussi, je dirais, des associations qu'elle peut faire au Parlement européen et donc les groupes auxquels elle est susceptible de se rallier, d'appartenir. Or, avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, vous avez tous les groupes, celui des conservateurs et celui du UKIP, qui vont se retirer. Il va donc y avoir, je dirais, sur la droite du spectre politique, parmi ceux qu'on appelle les populistes, les souverainistes, les eurosceptiques, une recomposition. Il me semble que pour mener une campagne, et c'est aussi un véritable enjeu du point de vue de la doctrine que l'on veut soi-même professer, il y a deux sujets qui vont être névralgiques pour la composition des groupes. C'est d'abord la question de la géopolitique. J'imagine mal la Pologne, par exemple, être avec des personnes qui seraient trop liées à la Russie, même si naturellement le régime de Vladimir Poutine est fort sympathique sur bien des aspects. Mais en revanche, il est bien certain que la géopolitique jouera dans la composition des groupes. Et donc il faut bien marquer le fait, me semble-t-il, que tout en ayant de la sympathie et pas d'hostilité de principe envers les uns ou les autres, envers les grandes puissances que sont la Russie ou les États-Unis, il y a un objectif d'indépendance de l'Europe et de défense de sa civilisation avant tout. Et puis il y a un deuxième sujet que beaucoup de partis politiques négligent. Ils ne se rendent pas compte que dans
bien d'autres pays, c'est une vraie question névralgique, eh bien c'est la question de la bioéthique. On ne peut pas négliger la question de la défense de la vie innocente, de la défense de la famille traditionnelle. Et je ferai remarquer que le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a fait une déclaration qui me paraît extrêmement significative sur le fait que, eh bien, son action politique serait avant tout jugée sur les enjeux démographiques, beaucoup plus que sur les enjeux économiques. Et donc par conséquent, tout ce qui tourne autour de la bioéthique, des mœurs, ne doit pas être négligé, parce que je crois que ce sera là aussi un enjeu important pour la composition des groupes. Alors, comment conclure? L'identité a été incontestablement invoquée pour justifier la construction européenne. Si vous relisez les textes, je dirais, de ceux qui s'en sont faits les turiféraires, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit que les États européens pouvaient coopérer parce qu'ils avaient une culture commune. Tout le problème, c'est de savoir si cette identité a été un prétexte ou si elle a été vraiment l'objectif de la construction. Eh bien, je crois pour ma part que les éléments démontrent que ça n'a été qu'un prétexte. Ça n'a pas été l'objectif. Or, normalement, c'est justement l'objet à défendre. C'est l'identité de l'Europe qui doit être, je dirais, l'objet de la construction européenne. Ensuite, il faut évidemment évoquer tous les désavantages de l'État fédéral dans son fonctionnement interne, sans en avoir les avantages, sans avoir, je dirais, les signes de la puissance géopolitique. Et je crois que si l'on veut pour autant ne pas basculer dans un État fédéral, il ne faut pas négliger le fait que la compréhension, je dirais, de la construction européenne, ou tout simplement de la civilisation européenne, nécessite de prendre en considération la nécessité d'être une puissance géopolitique et donc une puissance militaire et diplomatique. Enfin, et je crois que là évidemment c'est un enjeu qui ne peut pas véritablement être traité en quelques minutes, mais qui va devenir central dans le débat européen, la question est de savoir, est-ce que l'Union européenne, dans le fond, est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire une bureaucratie, une technocratie qui se détache des peuples? Est-ce qu'elle est devenue cela parce que c'est une maladie dégénérative, ou est-ce que c'est une maladie congénitale? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce que l'Union européenne est vérolée, si j'ose dire, dès le départ, dans ses principes, ou est-ce que l'Union européenne est, je dirais, devenue ce qu'elle est par accident? Est-ce qu'elle est par nature opposée à la civilisation européenne, ou est-ce qu'elle est véritablement devenue contraire aux intérêts de l'Europe? Autrement dit, est-ce que l'Union européenne est réformable de l'intérieur? Et c'est sans doute ce qu'espèrent un certain nombre de mouvements eurosceptiques, souverainistes ou populistes, et grâce à leur montée en puissance, avec peut-être la possibilité, je dirais, de la réformer, je dirais, en prenant les manettes. Est-ce que l'Union européenne est réformable de l'intérieur, ou est-ce qu'elle est, dans le fond, eh bien, corrompue depuis le début, auquel cas il faudrait sans doute envisager une défense de l'Europe par un autre instrument, par d'autres institutions que celle de l'Union européenne. Je vous laisse débattre de cette question, mais je crois que véritablement, c'est ce qui sera au cœur du débat dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Merci en tout cas de m'avoir accueilli par vidéo interposée. Bon travail à vous.